Février 2020, c'est une série sur les écrivaines contemporaines vivantes. Ça s'appelle 29 contemporaines et c'est parti. La 29e et dernière contemporaine, c'est Véronique Tadjo. Véronique Tadjo, écrivaine ivoirienne, d'expression française, franco-ivoirienne, importante, très importante, rare, elle a écrit peu de livres, mais tout se compte. J'avais prévu au début, en préparant un petit peu cette série de vidéos, j'avais commencé à y penser fin janvier, j'ai commencé à les tourner le 1er février, et j'avais pensé au début à inclure Véronique Tadjo et à vous parler de l'ombre d'Imana, qui fait partie des livres sur le génocide rwandais qui avait émergé d'un grand projet collectif, écrire par devoir de mémoire autour de l'an 2000. Et il se trouve que cela fait maintenant bientôt 2 mois que je m'étais dit cela, et entre-temps, comme on le sait, la crise du coronavirus nous a rattrapés. Il y a 2 mois, on connaissait cette crise, on savait qu'elle menaçait, qu'elle pouvait menacer, mais à l'époque ça paraissait quand même assez lointain géographiquement, et même dans le temps. Et maintenant on est en plein dedans et ça ne fait probablement que commencer aujourd'hui, 24 mars 2020. Donc j'ai finalement, à cause aussi de cette épidémie de coronavirus, fini par lire un livre de Véronique Tadjo que je n'avais jamais lu, En compagnie des hommes. C'est un de ses derniers textes, il date de 2017 et il parle de l'épidémie d'Ebola. C'est mon épouse qui a lu ce livre à sa sortie, qui a fait travailler des élèves de lycée plusieurs fois dessus, qui m'en a parlé de manière répétée. Elle a écrit plusieurs fois sur Twitter, et je sais à quel point c'est vrai, qu'elle pensait sans arrêt à ce texte, qu'elle pensait sans arrêt à ce livre. J'ai fini par me dire qu'il fallait que je lise ce livre que je n'avais toujours pas lu. C'est une expérience un peu étrange de lire ça en ce moment, et je dirais même plus qu'étrange, c'est une lecture qui, du fait du contexte, se renforce encore en tragique et en pertinence. Et finalement, presque chaque page du livre que j'ai lu, il y a évidemment des spécificités à Ebola et des spécificités à la situation des pays africains et notamment du Congo dont il est question ici, qui ont été touchés par Ebola, mais on pense sans arrêt aussi à notre situation actuelle. Alors pour cette dernière vidéo des 29 contemporaines, je vais lire quelques pages d'En compagnie des hommes et je présente mes excuses en quelque sorte si je sors un peu du format. Vous l'avez vu, les 28 vidéos précédentes duraient entre 3 et 5 minutes, celle-ci va durer un peu plus de 5 minutes car je voudrais lire plusieurs extraits d'En compagnie des hommes. Dans En compagnie des hommes, Véronique Tadjo, elle choisit de faire un récit polyphonique. Chaque chapitre est finalement dit par un narrateur différent. Il y a des victimes, il y a des infirmiers, des soignants, il y a des liquidateurs, des gens qui s'occupent des corps, des cadavres, qui s'occupent de pulvériser le chlore, il y a des ONG, et puis il y a les 3 derniers chapitres. Et les 3 derniers chapitres ont 3 narrateurs non humains. Le virus Ebola lui-même, qui prend la parole dans un chapitre, c'est le chapitre 14, à la page 141, c'est la chauve-souris qui devient narratrice aussi, au chapitre 15, page 153, et c'est enfin, au dernier chapitre, l'épidémie est enrayée, chapitre 16, l'arbre à parole, c'est Baobab qui prend la parole. Vous l'aurez compris, c'était un livre important, c'est un livre qui va nous parler encore davantage aujourd'hui qu'il ne nous parlait avant, et c'est un livre qu'il faudra acheter, lire, découvrir, se prêter, et qui doit faire partie des sources de réflexion aussi pour nous. Je vais vous lire le chapitre 15. Mais auparavant, je veux lire un extrait d'un autre chapitre. Le chapitre 6. La mort accompagne la vie sur le chemin rocailleux, un pont les relie jusqu'à la fin des temps. Il s'agit de quelqu'un qui s'occupe des morts d'Ebola.
J'ai vu comment le pulvérisateur utilise son appareil avec habileté en appliquant des jets précis sur toutes les surfaces dans les moindres recoins. Il désinfecte les tentes, les salles, les toilettes, les poubelles, les ambulances, les combinaisons et les corps grâce à sa lance. Il désinfecte tout ce qu'Ebola touche. On lui demande aussi d'aller dans les maisons des malades. Il pulvérise les murs, les meubles et le sol. Il soulève les objets. Personne n'aime le voir. Il ne regarde personne dans les yeux quand il vient passer son produit, car il a trop peur d'y lire le désarroi, la peur ou la haine qu'il inspire. Parfois, il ne sait plus s'il travaille pour ou contre la société. Il m'a dit à plusieurs reprises qu'il voulait retourner à la terre, planter des ignames, du manioc et des tomates rouges. Et j'en viens donc au chapitre dont le narrateur est la chauve-souris. Chauve-souris, mi-mammifère, mi-oiseau, croc gueule de renard, elle translucide. Je ne regrette qu'une chose, avoir laissé Ebola s'échapper de mon ventre. Avant de s'en prendre aux hommes, il s'est attaqué aux singes, amis de la forêt, comme s'il voulait tester sa puissance. Moi, qui les connais bien, car nous sommes voisins et partageons parfois les mêmes arbres, j'ai vu leur nombre chuter à une allure vertigineuse. Pourtant, ils ne demandent qu'à vivre entre eux. Quand ce n'est pas Ebola qui s'en prend à eux, ce sont les hommes qui les chassent pour leur viande ou pour les vendre dans des laboratoires, des cirques ou des zoos. J'ai vu des singes se faire tuer en essayant de protéger l'un des leurs. Les femelles se sacrifient pour essayer de sauver les petits. Elles les élèvent pendant plusieurs années et y sont très attachées. Le soir, les singes vont se coucher en haut d'un arbre. Ils aiment les fruits comme nous, les feuilles tendres, les fleurs succulentes et de temps en temps ils mangent de petits animaux. Ils ont un langage fait de cris et de grimaces. Comme des planteurs, ils dispersent des graines dans le sol et renouvellent la forêt. J'ai peur pour eux, car ils ont beaucoup perdu. Ils sont cernés de toutes parts. Est-ce ma faute si Ebola a quitté mon ventre pour aller semer la terreur chez les hommes et les bêtes? Que pouvais-je y faire? Je croyais que nous avions une entente, qu'il était satisfait. Et voilà que maintenant je suis diabolisé. Non, je ne suce pas le sang des humains. Non, je ne suis pas maléfique. Non, je ne suis pas un esprit errant. Non, je ne suis pas un symbole de mort et de maladie. Je suis une créature de bon augure qui fait partie de la nature comme toutes les autres, car je suis né de l'amour. Laissez-moi vous conter l'histoire de mes origines. La chauve-souris raconte un conte lié à son origine, mythique ou fabuleuse. Et le chapitre se termine ainsi. Hélas, les hommes rêvent encore d'une pureté qui n'existe pas, d'une unité qui n'a jamais eu lieu. C'est pourquoi certains d'entre eux recherchent inlassablement une puissance supérieure à travers la science. En vérité, disent les hommes, nous construisons plus que nous ne détruisons. Nous sauvons plus de vies que nous n'en tuons. Nous trouvons des remèdes qui soignent et des vaccins qui protègent. Les nouvelles technologies vont régler nos problèmes, les innovations faire reculer la faim et la guerre dans le monde. Aujourd'hui, nous sommes tous liés par la fibre optique qui traverse la planète dans tous les sens. Et même la nature profitera de nos découvertes. Plus besoin de bras pour accomplir une tâche, les machines nous serviront. Plus besoin d'épuiser nos ressources naturelles, d'autres énergies seront disponibles. Nous trouverons les moyens d'épurer nos eaux polluées, d'assainir l'air que nous respirons, de stopper la fonte des glaces, la montée des mers. Nous pouvons le faire. Ainsi pensent les hommes. Je veux bien les croire, ils sont détenteurs de la belle parole. Ils savent rêver, créer, par leur seul désir d'atteindre la perfection. Mais je sais que rien de tout cela n'arrivera s'ils n'apprennent pas à partager entre eux, entre nous, entre les créatures à naître. Les êtres humains ne seront jamais des demi-dieux. Tels des arbres, ils ont des racines plongeant dans les profondeurs. Tels des mammifères, ils ont le sang chaud. Leur corps définit leur longévité et pour finir, disparaît en les libérant de la souffrance de vivre. Les hommes devraient prendre conscience de leur appartenance au monde, de leur lien avec toutes les autres créatures, petites ou grandes,
au lieu de vouloir s'élever au-dessus de leurs conditions terrestres, au lieu de vouloir occulter la présence de la mort à coups d'inventions de plus en plus sophistiquées, au lieu de se cacher les souffrances de la vie, ils devraient apprendre à s'y préparer et à accepter la pure joie d'être au monde. Prendre, une fois pour toutes, conscience du péril qu'ils font peser sur leur propre espèce et sur toute la biosphère et utiliser leur remarquable intelligence pour éviter la fin du monde. Coloniser l'espace avec leurs grandes fusées ne sera pas une planche de salut pour les hommes. Car s'ils n'ont pas appris à vivre ici, comment pourront-ils vivre dans l'ailleurs lointain ?